Vous connaissez Clément Beaune? J'ai cet honneur. Alors vous servez à quelque chose, vous êtes préfet. Mais alors Clément Beaune, il est haut-commissaire au plan. Désolé, Clément Beaune, je voulais un peu chauffer avant l'entretien. On ne sait pas à quoi il sert. C'est pas incompatible, Pascal Praud. On a beaucoup travaillé avec le préfet Brugère, notamment d'ailleurs, je le signale, au moment des émeutes. Absolument. Parce que j'étais ministre des Transports et qu'on avait aussi des bus qui étaient incendiés, et je sais ce que nos policiers ont fait pour nous protéger. J'en ai été le témoin. Alors, je remercie. Alors, d'abord, Clément Beaune, il comprend le sens de ma question. D'abord, je le remercie d'être venu ici. L'autre jour, on l'a appelé. Et souvent, le rôle que je peux jouer, c'est de porter la parole des auditeurs et des uns et des autres que j'entends. Donc, les gens ont le sentiment que l'administration croule sous des normes et parfois trop de personnel, avec des comités Théodule, avec des autorités, je crois qu'il y en a 17 autorités en France. On se demande à quoi sert une autorité, sinon à supprimer parfois C8, c'est le cas de l'ARCOM, autorité indépendante, tellement indépendante d'ailleurs qu'elle a supprimé C8. Et puis il y a donc ce haut commissaire au plan, Clément Beaune, et vous avez été nommé. Bonjour Clément Beaune, vous êtes ancien ministre. Oui. Vous avez été battu lors de la dernière élection législative. Oui, j'ai gagné une fois, j'ai perdu une fois, ça arrive dans la vie électorale. Bien sûr, et qu'est-ce que j'entends autour de vous? Bah oui, là on refile des jobs aux copains dans quelque chose qui ne sert à rien, où il sera grassement payé 9 000, 10 000 euros par mois. Non, mais c'est combien payé. Vous allez être payé? Je vais être honnête, je connais pas le chiffre exact, mais de toute façon, ça se négocie. Vous connaissez pas votre salaire? Pas encore, parce que je vais avoir le premier salaire au bout d'un mois. Ça marche comme ça aussi dans la fonction publique. Et préfet Brugère peut le dire, il y a des normes dans la fonction publique. On négocie pas. Donc c'est pas le président, c'est pas moi. Il y a des emplois. Mais c'est pas moi, on m'avait dit 9 000 euros. Non, c'est un peu moins. C'est nettement moins que ça. 8 000 Moins de 8 000, je pense. Moins de 8 000, 7 000. Je pense que c'est autour de ça, mais 7 000. Je vais vous dire, parce que Pascal Praud, je vais vous dire, c'est ce qui est payé un directeur d'administration centrale. Oui. C'est normé. Donc la question, mais je vais y répondre. Mais surtout, à quoi ça sert? C'est ça, parce que si ça sert à rien. Si ça sert à rien, ben, c'est ennuyeux. Et on a le sentiment que cette administration croule sous, je le répète, des comités, des commissions, des autorités de ça qui servent à rien. Donc vous allez pouvoir vous expliquer. Tout de suite. Ah ben, avec plaisir. À quoi sert qu'est-ce qu'a fait, par exemple, qu'est-ce qu'a fait je vais pouvoir vous répondre. Le haut commissaire du plan, c'était Monsieur Bayrou. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, qui est formidable? Alors, vous apportez quelques lectures. Donc, une fois que vous les aurez faites, vous me direz. Mais non, d'abord, je tiens mes engagements, puisque vous m'avez appelé par surprise, et c'est très bien, c'est la transparence. J'étais en train d'essayer de prendre un train le jour où il y avait une bombe à la gare du Nord. J'étais pas pour grand-chose, et vous m'avez appelé par surprise. Et j'ai dit à ce moment-là, je viendrai. Donc, je viens. Je vais être très honnête. Cette question, moi, je l'entends aussi. Je fais comme vous. J'ai des amis, j'ai des gens qui me critiquent, même dans mes amis, j'ai des gens qui se posent des questions, qui sont parfois de bonne foi, qui veulent savoir ce qu'on fait dans l'administration en général, ce qu'on fait au plan en particulier. D'abord, je le dis, c'est pas un truc qu'on a inventé, un machin, un comité, pour moi, ou pour Monsieur Bayrou d'ailleurs. Ça date de 46, le plan, de 1946. Parce que ce qu'on appelle le Haut Commissariat au plan, je ne vais pas être trop compliqué, c'est une petite structure qui a été recréée en 2020, avec François Bayrou, effectivement, mais je suis à la tête... Là, donc ça avait arrêté quand même, ça a été recréé. Je vous dis, c'était 46... Ah ben non, mais vous dites que ça a été recréé. Je finis la phrase et puis vous en tirez les conséquences. Et il y avait quelque chose qui était l'héritier du plan du général de Gaulle, c'est le général de Gaulle qui a créé un plan, je vais vous dire pourquoi, qui s'appelle France Stratégie aujourd'hui. C'est à peu près 70 personnes qui sont des chercheurs qu'on vient chercher dans les autres administrations, donc on ne crée pas des postes, et qui pendant 2, 3, 5 ans font un certain nombre d'études. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Et donc là, justement, ce qui n'était pas cohérent, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y ait deux choses. C'est qu'il y ait un plan dans l'histoire de Jean Monnet et du général de Gaulle qui continue à exister, je pense que c'est utile, et puis on avait créé une petite structure à côté. On va rassembler tout ça. Donc on va faire, tous les jours, j'entends que vous le dites aussi, les agences, les autorités, les comités, etc. Moi j'entends plein de gens de droite et de gauche, plus souvent à droite d'ailleurs, dire « Ah bah la dépense publique, il y a trop de choses ». Et j'aimerais bien que vous demandiez à chaque président de région, à chaque maire, à chaque ministre, ce qu'il a supprimé dans son administration. On a beaucoup parlé de cet exemple parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, de fusion, de rationalisation, d'économie. On va avoir un seul plan, si je puis dire, dont je suis à la tête et je vais être chargé de mettre en place cette fusion, de faire des économies. Alors vous me direz, si ça sert à rien, ne faisons pas d'économies, supprimons tout. Bon, moi je pense que ça sert à quelque chose d'avoir un petit, on parle de peu de gens, il y a 5 millions d'agents publics, on parle de 70 personnes. Je pense que c'est pas un luxe, dans le moment qu'on vit, d'avoir un peu de réflexion sur le temps long, d'anticiper les choses. Je vous prends juste un exemple. Tous les jours, on entend aujourd'hui le débat, ce qui est légitime, sur le réarmement, la défense, la sécurité. J'entends des politiques de tous bords dire tous les jours, on va créer un service civique, ou un service militaire, ou un service obligatoire. Ça coûte combien? C'est combien de jeunes qui sont concernés? Ça va durer 6 mois, 1 an, on va les mettre où? On va les loger où?
si c'est militaire ou si c'est civil. Tout ça, d'ici un mois, je pourrais en reparler, on va faire un chiffrage de tout ça. On va dire combien ça coûte. Mais non, mais chez Pascal Praud, pour prendre des décisions publiques, je pense que c'est pas mal, vous pouvez soupirer. Non, moi, je pense que c'est pas mal d'avoir un peu d'évaluation et de réflexion. Oui, il y a 70 personnes pour ça. Moi, je veux bien. Pascal Praud, c'est pas des emplois concrets, c'est des gens qu'on va chercher au ministère de l'économie, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, pour quelques années. Et je vous prends juste un exemple. Vous me convaincrez pas. J'ai pas le bon rôle parce que je suis toujours au plus près de ce que je pense. Vous me convaincrez pas. Je pense que ça sert à rien. Voilà ce que je pense. Il faut que vous acceptiez aussi de réfléchir et de changer d'avis, sinon on peut pas avoir de débat. Évidemment, mais je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ça sert à rien du tout. Que personne vous écoutera. Vous avez pris vos fonctions quand ? Il y a 2 semaines exactement. Bon, quel est par exemple le premier dossier que vous traitez en ce moment ? La question de l'effort de défense. L'effort de défense. Oui, parce que par exemple, est-ce que c'est bien dans la discussion publique que tout le monde a un avis sur l'effort de défense, plus, moins, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on mette des chiffres, parce qu'à la fin, c'est nos impôts. À la fin, c'est notre dette. Mais pourquoi c'est pas le ministère de la Défense qui fait ça ? Mais il le fait aussi, on le fait avec lui. On n'est pas des gens hors sol. On est une petite équipe qui fait travailler... Pas une petite, c'est 70 personnes. Oui, mais qui couvre toutes les politiques publiques, qui fait travailler ensemble le ministère de la Défense, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Intérieur, Donc il y a 70 salariés. Des gens qui sont des agents publics, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais des agents publics. Oui, mais moi j'aime bien comprendre. Bien sûr, c'est 70 personnes que vous rentrez le matin, ce sont des gens qui sont dans vos bureaux, avec vous, et vous faites une réunion et vous dites, voilà, je voudrais on va examiner par exemple le service national. Je vous prends 2 exemples, l'effort de défense et le service national. D'accord. Bon, moi je trouve que dans le débat, si on sert à quelque chose, et je pense qu'on doit le démontrer justement, bien c'est d'éclairer les choses. Alors ça paraît un grand mot, mais concrètement, c'est quand même bien que quand, à votre micro, sur un autre plateau de télé, quand les meetings politiques, quand tout le monde dit service civique ou pas service civique, service militaire ou pas service militaire, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un ministère de la Défense. En fait, est-ce que ça fait pas doublon ? C'est ça ma question. Pourquoi les agents du ministère de la Défense ne sont-ils pas capables de faire ce dossier-là ? Alors qu'est-ce qu'ils font les ministères de la Défense s'ils font pas ces sujets-là ? C'est pour ça que je vous assure, moi, en fait, je peux vous répondre. Les gens du ministère de la Défense, je ne suis pas ministre des Armées, mais enfin, on voit quand même ce qu'ils font. D'abord, ils nous protègent. Ils ont pas que ça à faire, et c'est d'ailleurs pas leur mission, d'aller se dire combien ça coûte si on fait telle ou telle chose. Évidemment, ils négocient leur budget, évidemment, ils réfléchissent à l'avenir, heureusement. Mais qui est des gens qu'on prend dans les ministères, encore une fois, on ne crée pas des gens publics, qu'on prend pour l'immense majorité dans les ministères, et on dit, on va essayer de chiffrer tout ça, on va essayer d'évaluer tout ça. Je prends un seul exemple, où je pense que justement, on n'a pas fait ce travail, et ça a été un drame. Vous voyez que, on doit vous appeler souvent sur ce sujet, il y a des déserts médicaux partout dans ce pays. Oui. C'est quoi l'une des raisons des déserts médicaux en France ? C'est qu'on n'a pas formé assez de médecins pendant 30 ans. Oui. Parce qu'on a pensé que la démographie médicale, ça se décidait comme ça dans un bureau du ministère de la Santé. Bon, s'il y avait une personne, je dis pas 70, une personne qui avait fait un peu de projection, parce que la démographie, c'est pas si compliqué, pour dire c'est quoi une génération ? Il y aura combien de médecins formés demain si on en fait rentrer tant en première année de médecine, parce qu'on sait combien on sort dans 10 ans. On aurait une situation aujourd'hui, on manquerait pas de milliers de médecins et d'infirmiers partout dans ce pays. Donc je pense que de temps en temps, dans l'action publique, pardon d'être un peu anti-démago, mais réfléchir et avoir du temps long. Ce que vous dites, c'est terrible. Hein. Pardonnez-moi, je trouve ça terrifiant ce que vous dites. C'est-à-dire que si le ministre de la Santé, pendant des années, n'est pas capable de prévoir le nombre de médecins qu'il faut dans 15 ans, s'il faut une usine à gaz pour un truc aussi simple, c'est les mêmes gens. Mais enfin, c'est aberrant ce que vous êtes en train de me dire. Vous me dites que le ministère de la Santé n'a pas imaginé qu'il fallait faire des médecins. Mais alors, à quoi il sert ? À appeler Bernard Kouchner, appeler les et tous. Il a été ministre de la Santé, il y a eu le même problème. Donc c'est une catastrophe. Donc ces gens sont des catastrophes. Non, attendez. C'est ce que vous me dites. Vous me dites s'il n'y avait pas une personne. Mais vous avez tellement raison. En plus, c'est exactement ce que je pense. Exactement. C'est terrifiant. Mais que cette personne. Ils n'ont même pas pensé qu'il fallait des médecins. Je vous jure. Mais ça fait peur. Mais moi, vous me faites peur. En fait, vous me faites peur. Si on vous dit que ça sert à rien, vous dites ça fout la trouille. Parce que ça sert à rien. Si on vous dit qu'on travaille sur les choses utiles, ça sert à rien. Madame Bachelot a été ministre de la Santé. Monsieur Kouchner a été ministre. Donc ces gens-là, ils n'ont pas imaginé qu'il fallait des médecins. Mais ils servent à quoi, en fait ? Pardon, prenons un pas de recul calmement. Mais je veux bien prendre du recul, mais ils servent à quoi ? Je peux vous les répondre en 10 secondes. Est-ce que dans l'État, on a suffisamment ces réflexions, dans l'État ou dans les collectivités locales, demander à un maire de grande ville, de droite ou de gauche, s'il sait de combien il a besoin d'effectifs de propreté, de sécurité dans 5 ans, je pense qu'il ne sait pas. Alors, est-ce qu'il a besoin d'un plan ? Non. Est-ce qu'il a besoin d'avoir une personne qui travaille là-dessus ? Je pense que c'est utile et que c'est pas de l'argent public gâché. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez le plan, vous l'appelez France Stratégie, vous le mettez dans le ministère ou hors du ministère, ça c'est de la tuyauterie. Mais est-ce qu'on a besoin de se poser un tout petit peu ces questions de chiffres, d'évaluation, de planification ? Oui. Et je vais vous dire, non seulement ça existe... C'est pas très compliqué, si vous me permettez. C'est pas très compliqué d'imaginer le nombre de médecins qu'il faut. Ça me paraît pas très compliqué. Vous êtes journaliste depuis longtemps, vous le savez. Oui. Quel est le drame ? Et je me mets dedans. Moi, je suis pas là depuis longtemps, mais c'est vrai depuis 40 ans. Quel est le drame et des journalistes et des politiques ?
c'est qu'on parle que de l'anecdote du matin même. C'est qu'on parle que de la polémique du jour. Ça va être de ma faute. Non, mais pas du tout. Ça va être mais de pas ma du faute. tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on a justement un problème avec le temps long. On va marquer et qu'avoir quelques personnes qui puissent se dire, on va aujourd'hui prendre quelques heures, quelques mois pour faire un rapport, pas un rapport sur étagère, je vois bien ce que vous voulez en penser, mais un rapport qui nous aide à chiffrer, éclairer, dépenser moins, je pense que c'est utile. Est-ce qu'il en faut 50, 70 ou 100 ? Je ne sais pas, mais je pense que cette fonction-là est utile. Mais pour la médecine, par exemple, c'est très intéressant. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'on ne peut pas redoubler sa première année de médecine ? Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Oui, parce qu'il n'y a pas assez de place. Non. Bah si, dans les universités. Non, c'est pas pour ça. Je sais pas si c'est pour ça. C'est-à-dire que un enfant qui fait médecine, avant d'intégrer la première année, il y a une sorte de fausse première année, vous appelez ça comme vous voulez, une première année préparatoire, etc. Si vous ne réussissez pas votre examen, eh bien vous ne pouvez pas redoubler. Ça fait 5 ans ou 7 ans ou 8 ans que ça a été mis en place. J'ai parlé de ça avec des médecins libéraux. Ouais, oui, c'est une bêtise. À l'hôpital, oui, c'est une bêtise. Donc, si vous êtes au commissaire au plan, eh bien, vous devriez réformer ça, par exemple. Parce que on peut manquer sa première année de médecine. On peut la manquer, on n'est pas obligé de réussir. Donc, dans quel cerveau est née cette idée qu'on puisse pas redoubler? Alors, qu'est-ce que fait généralement un enfant qui manque son examen? Souvent, il part à l'étranger. Exactement. Il part en Roumanie, il part au Canada, il part en Espagne pour faire ses études. C'est invraisemblable. Je vais vous prendre un autre exemple. Non, mais c'est invraisemblable. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, est-ce que vous trouvez que ça et malgré ça, ça existe? Oui, non, mais alors, on va pas résoudre toutes les choses qui vont pas d'un coup de baguette magique. Oui, mais après, on n'a pas de médecin. Mais je suis d'accord, mais je vous prends cet exemple sur la démographie médicale. Et ça a été vrai du début des années 80 à Emmanuel Macron qui a réformé enfin le numerus clausus et on l'a bien fait. Oui, Emmanuel Macron a tout bien fait. Alors là, nous sommes avec, je crois, c'est Lancelot qui va pouvoir... Lancelot, 30 ans de Bordeaux. Lancelot, 30 ans de Bordeaux. Bonjour Lancelot. Tout à fait. Bonjour monsieur. J'imagine que vous habitez Bordeaux-Lac, forcément. Non, pas Bordeaux-Lac. Mais vous avez déjà fait la blague la dernière fois. Oui, bon, je fais toujours les mêmes blagues. Lancelot de Bordeaux-Lac, ça aurait pu... Bon. Vous avez peut-être une question à poser à monsieur Clément Beaune, qui est très sympathique d'ailleurs, qui est très agréable et très courtois, très urbain, comme on dit. Tout à fait. Bonjour Monsieur Beaune. Bonjour. En effet, vous êtes très sympathique et je trouve que l'échange est plutôt correct et voilà, c'est agréable à écouter. En revanche, depuis que vous êtes arrivé sur le bateau de Monsieur Pro et malgré ses nombreuses questions, je vous avoue que je n'ai toujours pas compris à quoi servait d'être haut commissaire au plan. Monsieur Pro dit très justement, je pense que les ministères sont chargés de faire ce travail-là. Pour moi, c'est à ça qu'on les paye, nous les Français, avec nos impôts. Et là, il y a un nouveau truc avec 70 personnes payées en plus. Et en effet, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Et est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets ces 5 dernières années, mais réels, vraiment juste une réponse, pas du langage politicien, juste une réponse, 5 choses ces 5 dernières années qui ont été faites grâce au haut commissaire au plan et qui ont été primordiales pour notre gouvernement. Alors je vous ferai la réponse générale après, mais puisque vous m'invitez à être concret, je vais être très concret. Hier, il y a 5 ans, hier, on m'a remis un rapport, alors donnez-moi 2 secondes parce que c'est un peu compliqué, sur la valeur du carbone. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens d'ailleurs qui n'étaient pas des emplois qu'on a créés, je fais cette parenthèse, c'est pas des emplois qu'on crée, c'est des gens qui sont déjà des agents publics qui se consacrent à cette mission justement pour qu'on évite les bêtises qu'on a fait par exemple sur la démographie médicale. Et là, on donne une valeur à chaque émission de gaz à effet de serre. Alors c'est compliqué, ce que je veux dire par là, c'est que si demain vous êtes un président de région, un ministre des Transports, j'ai été ministre des Transports, vous choisissez des projets d'investissement. Vous avez justement un budget, parce que c'est l'argent des Français, donc on ne dépense pas n'importe comment un budget. Si on dit l'objectif, c'est de gagner 15 minutes de temps sur un trajet entre Bordeaux et Toulouse, et c'est de réduire de temps les émissions de gaz à effet de serre, ça se quantifie, ça s'évalue, je ne vais pas rentrer dans la méthode, elle est compliquée, et pour faire les bons choix de projet d'investissement, prendre celui qui est le plus efficace en coût et en écologie, et en gain de temps, il faut ces évaluations. Si on le fait au petit bonheur la chance, à la fin, vous allez nous dire, vous avez dépensé au lieu d'1 milliard sur un projet ou de 100 millions sur un projet, 200 millions ou 2 milliards. Donc je pense que ça vaut le coup parfois, et je vais même vous dire, on le fait pas assez. J'ai pris cet exemple pour non pas faire enrager Pascal Praud, mais pour vous dire les erreurs qu'on a faites dans le passé, faute de planification. Bon, par exemple, le sujet du niveau scolaire. Gabriel Attal, qui a été ministre de l'Éducation il y a quelques mois, il a fait du combat sur le niveau scolaire une priorité. Bon, il y a un rapport qui est en cours, je serais aussi ravi de venir vous le présenter, donc on fait les choses très différentes, qui est sur les bons exemples étrangers, où en quelques années, on a réussi à rehausser le niveau scolaire. Une comparaison européenne pour se dire,
Est-ce que en maths, quand on a changé l'enseignement comme ci ou comme ça, la fameuse méthode de Singapour ou d'autres, ça a pu servir à quelque chose? Je vous prends un autre exemple. Je réitère la question, je suis désolé de vous couper, je réitère la question de Monsieur Pro. À quoi il sert le ministère de l'Éducation s'il fait pas ce boulot-là? Il sert à avoir des profs, à les recruter, à les payer. Je pense que c'est déjà pas mal. D'accord, mais il y a quand même toute une réflexion derrière, tout un programme politique. Je suis d'accord. Je comprends pas trop que ce soit pas leur premier job que de se dire ok, on a un système scolaire qui est en train de se dégrader depuis des années. Pour moi, c'est pas une société externe qui est le commissariat au plan de devoir gérer ce genre de choses. Je peux vous demander, pas convaincu. Je peux juste vous demander, Lancelot, dans quel domaine vous travaillez, si je peux me permettre? Je suis dans l'artisanat. Bon, vous êtes dans l'artisanat, dans beaucoup d'entreprises, peut-être ça c'est pas exactement votre job, mais dans beaucoup d'entreprises, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on fait le boulot du quotidien pour essayer de produire quelque chose, de produire bien et de vendre. Et puis parfois on fait appel, par exemple, à ces fameux cabinets de conseil. C'est pas ça le plan, je vous rassure, mais pour avoir un regard extérieur et dire c'est quoi la stratégie à 2 ou 3 ans. Après, moi je vais vous dire, si les ministères le faisaient tous, je serais ravi. Non, mais et on crée pas de l'emploi public. Le sujet, attendez, la question, c'est est-ce qu'on a besoin ou pas d'avoir une fonction, une réflexion de quelques personnes qui se posent ces questions de 5 ou 10 ans. Je prends juste un dernier exemple. Vous m'avez demandé d'en avoir 5, je vais peut-être pas faire les 5, mais les 3. Parce que Pascal Pro déjà me gronde parce que je suis trop long. Mais par exemple, le comité d'orientation des retraites. Vous me dites, c'est encore un machin. Bon, en fait, c'est juste une réunion. C'est adossé au plan, donc c'est chez nous, avec un économiste qui préside, avec les partenaires sociaux, le patronat, etc. Pour justement savoir que ça coûte combien nos retraites et on a besoin de combien la réforme des retraites. C'est quand même pas inutile de le savoir pour avoir ces débats sur l'âge et sur la durée de cotisation. On peut pas décider à l'aveugle. Monsieur Beaune, la difficulté qu'on a, d'abord, on a une très grande défiance, pour tout vous dire aujourd'hui, face à l'administration. Je vois bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les choses très bien à l'administration. Mais oui, sauf que vous venez de nous dire vous-même que les ministres de la Santé n'ont même pas imaginé le nombre de médecins qu'il fallait. Mais c'est pas la question que les ministres, c'est que c'est la même chose. Quand on est dans un ministère, on fait du quotidien, peut-être un peu trop. Je vous répète, on a une grande défiance et vous-même, vous dites que vos prédécesseurs n'ont pas imaginé le nombre de médecins qu'il fallait. Donc je me dis, on est en grande défiance. Ce que je dis juste, c'est que si on se pose jamais ces questions à 5 ou 10 ans, on fait des bêtises. J'entends bien. Bon, on sait qu'il faut faire des économies. Donc on se dit, il faut vraiment garder que l'essentiel. Bon, alors ça peut être utile ce que vous dites, mais la question c'est, est-ce que c'est essentiel? Bon. Et là, si on veut caricaturer, Monsieur Pro, il faut un Javier Milei en France qui dégage les trucs qui servent à rien. L'essentiel. Donc moi, ce matin, j'ai cité 317 commissions Théodule. Alors c'est vrai que ça coûte pas beaucoup d'argent. C'est important. Bon. Et puis on a un train de vie. Peut-être que vous avez un chauffeur. Donc ça agace les gens. Alors, grâce à vous, il y a un taxi qui va me ramener. Donc je vous remercie de prendre en charge. Ça évite au contribuable de le faire. Non, mais c'est bien parce que parfois on a le sentiment que l'État, en fait, on a le sentiment que les efforts c'est pour les autres. Et puis que je vous dis ce sentiment que les efforts c'est pour les autres, mais qu'il y a une sorte de nomenclature en France qui se refile. C'est ce que les uns et les autres beaucoup moins que vous, Pascal Pro, tous ceux qui font le service public. Oui, mais moi je peux être viré demain matin. C'est la différence. Alors qu'au Conseil d'État, c'est la prise de risque du privé, vous le savez bien. D'abord, c'est la prise de risque du privé. J'aime pas l'amalgame. Vous pouvez penser ce que vous voulez du plan, c'est une chose. Mais la fonction publique, c'est plusieurs millions de gens, vous pourrez dire que c'est trop, mais qui font les choses très différentes, qui sont des profs, qui sont des infirmiers, qui sont des médecins. Je parle pas d'eux. Mais ils sont aussi des agents publics. Et parfois, ils sont critiqués à travers cette critique générale. Je dis l'essentiel. Donc quand je parle des 317 commissions, quand je parle des autorités administratives, quand je parle de cela, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, il y a sans doute des économies à faire. C'est ça. Et peut-être que la grande réflexion du haut-commissaire, où elle serait formidable, c'est que si elle proposait des économies, je vais vous dire, le sentiment que j'ai, la vraie réforme qu'il faut faire en France, c'est la réforme de l'État. Voilà. La réforme. Elle est essentielle, cette réforme de l'État. Ce qu'on appelle l'État profond. Et ça, ce n'est pas mené. Ce n'est pas mené. L'État profond, la réforme de l'État, c'est des choses différentes. Ça n'a pas été mené par Emmanuel Macron. Et ça, c'est une erreur depuis 40 ans, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Je vais vous prendre un exemple, parce qu'il faut le faire. Non, mais vous parlez des commissions tous les jours, et peut-être que Lancelot faisait référence à ça quand il disait Milei. Il y a un travail, justement. C'est pas moi qui le mène, donc je suis libre pour en parler. C'est le Sénat, c'est des LR du Sénat. C'est pas les plus dépensiers normalement de tous. Ils disent eux-mêmes à LR qu'il faut faire beaucoup d'économies. C'est une sénatrice, vous devriez l'inviter d'ailleurs. Elle est très compétente sur les finances. Elle s'appelle Madame Lavarde. Bon. On lui a demandé, puisqu'il y a tout ce débat sur agence, opérateur, entité, comité, etc., de faire un recensement et puis de dire c'est où les économies pertinentes. Bon. Elle va sûrement faire des propositions d'économie. Mais elle a dit elle-même, vous l'avez peut-être entendu, sur plusieurs radios, plusieurs télés, attention, parce qu'en fait, derrière ce qu'on appelle comité Théodule, c'est-à-dire la plupart des trucs, c'est une réunion. Alors, peut-être qu'on peut faire des réunions en moins, mais c'est pas les gens qui sont payés pour faire un truc en plus. Ça coûte pas. Est-ce que vous appelez les agences? Dans les agences, vous avez quoi? Vous avez l'INSERM, qui fait de la recherche contre le cancer. Vous avez le CNRS, c'est quand même utile d'avoir de la recherche. C'est l'essentiel
de ce qu'on appelle des agences, c'est les universités, les centres de recherche. Bon. Et l'Arcom, c'est une agence. Vous n'aimez pas l'Arcom, c'est votre droit, mais ne résumez pas le sujet. Mais ne résumez pas le sujet. Je dis que le ministère de la Culture pourrait régler ça. Quand bien même, moi, je suis pas d'accord, mais c'est pas le débat. Quand bien même on supprimerait l'Arcom, quand bien même on supprimerait le plan, si ça vous fait plaisir. Ça, je le dis parce que c'est important aussi pour nos décisions publiques, ça ne résoudrait pas notre problème de déficit et de dette. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire d'efforts. C'est comme le CSE, c'est comme il y a plein de choses. À chaque fois qu'on veut supprimer quelque chose, vous dites oui, mais il y a des choses plus importantes. Non, je dis pas ça. Je dis que derrière le travail, il est en train d'être fait par le Sénat, et elle vient elle-même nous dire attention parce que quand même derrière ce qu'on appelle agence, il y a des choses qui donnent de la prime pour rénover thermiquement votre logement. Il y a un truc qui vous aide à acheter un véhicule électrique pas trop cher quand vous êtes dans une rurale. Il y a un truc qui vous aide à faire de la recherche contre le cancer. Et tout ça, c'est aussi du service public. Et il ne faut pas le mettre dans le même lot que tous les comités trucs. Bon, je remercie Clément Beaune. Vous aviez pris l'engagement de venir. Tout à fait. Vous avez été, on a entendu vos arguments et puis selon la formule, les auditeurs se font leur jugement. Toujours, mais c'est important de pouvoir leur dire. C'est important. Et je vous remercie grandement et repartez bien donc en taxi. Grâce à vous. Grâce à vous, puisque c'est Europe 1 qui paye désormais les frais du Haut Commissariat.